Donc aujourd'hui, le sujet, ça va être Purple Team et donc la Red Team et la Blue Team qui en découlent. Donc on va voir un peu ce que représente chaque couleur, leur période d'action, leur enjeu dans la sécurité et puis, euh, et puis répondre aux questions si vous en avez. Ouais. Donc on va commencer avec, donc, du coup, on sera trois personnes à vous faire des présentations. Il y aura Pierre-Maxime pour la partie Red Team, moi-même pour la partie Blue Team, et on aura Joël pour la partie Purple. Donc je te laisse la main, Pierre-Maxime. Alors du coup pour la partie Red Team, en fait c'est quoi la Red Team? Du coup c'est l'équipe qui s'occupe de la partie offensive. En gros c'est un audit de sécurité. Quand une entreprise, quand un client demande un audit Red Team, c'est un audit de sécurité qui doit être le plus réaliste possible. Donc en fait la Red Team c'est une équipe qui est composée d'acteurs éthiques. Donc ils ont plein de skills et de particularités différentes qu'on verra par la suite. C'est tous des experts en cybersécurité. Et en fait c'est le but, c'est donc d'infiltrer l'entreprise en soi. Ça peut se faire de manière informatique, comme lors d'un test, un pen test externe par exemple, comme de manière physique. Il y a des red teams et des gens qui sont spécialisés pour s'infiltrer en soi dans des entreprises sans se faire repérer. Il y a quand même quelques personnes qui sont au courant côté client et ils doivent infiltrer l'entreprise et la détourner en fait, essayer d'avoir un accès réseau, réussir à s'infiltrer dans le système de l'entreprise et de découvrir et d'exploiter le plus de vulnérabilités possible. Euh, j'ai mis en fait les petites différences entre le pen test et le red team. Donc le pen test, le test d'intrusion, qui est en fait une partie du red team. Donc on est sur un périmètre, pour le pen test, on est sur un périmètre limité. C'est une période sur une période courte, c'est sur quelques jours. Il y a des missions de red team qui peuvent durer plusieurs mois, par exemple. Le plus souvent, les pentests, c'est pour des entreprises qui ont un niveau de maturité informatique qui est pas, comment dire, dans certains cas, qui n'est pas extrêmement élevé en comparaison avec le red team. Le plus souvent, en fait, le red team, c'est vraiment des grosses boîtes qui ont un très gros niveau de maturité sur le côté sécurité informatique, qui ont déjà réalisé pas mal de pen tests au préalable et qui veulent du coup en fait tester la sécurité globale vraiment complète de leur entreprise, même voire de leur groupe pour certains clients. Parfois pour le pen test, on peut avoir des cas où on va avoir des connaissances au préalable sur les systèmes qui sont testés, qui vont être donnés par l'équipe informatique du client. Pour le red team, on a vraiment pas beaucoup d'informations normalement. Parfois, on peut avoir ne serait-ce que le nom de l'entreprise. Et voilà, il faut essayer de la détourner. Ça peut se faire via les employés, par exemple. On verra ça par la suite avec de l'ingénierie sociale. Ou sinon, ça peut se faire également virtuellement, informatiquement. On verra aussi ce cas-là. Tu peux changer de slide, Léa. Merci. Du coup, le profil type du red teamer. Donc, de l'un des employés qui fait partie d'une red team. Donc un niveau confirmé en cybersécurité, on trouvera pas de profil junior dans une red team, ça c'est sûr. Donc il y a une très bonne connaissance sur la sécurité, donc des systèmes d'exploitation, des réseaux, protocoles, la sécurité applicative. C'est des skills qu'on peut retrouver sur des pen testers. Et en plus de ça, on va avoir par exemple ce que vous avez sur la droite, l'utilisation de gadgets, si on peut dire, pour l'intrusion physique. Ce qu'un pen tester n'a pas besoin normalement de maîtriser, de savoir maîtriser. On a le crochetage, le kit de crochetage par exemple. Hein, non, encore une fois sur si tu peux revenir en arrière, super, merci. Comme je disais, on a de l'intrusion physique, donc un auditeur peut être amené à devoir crocheter une serrure pour pouvoir accéder à certaines salles où il y aurait des ressources intéressantes à hacker, à pirater. On a du coup, je pense qu'il y en a qui connaissent le Flipper Zero, l'espèce de Tamagotchi que vous avez sur la droite au milieu, qui est en fait une espèce de petit outil avec plein de composants différents dedans qui permet de faire beaucoup de choses. Je vais pas tous les citer, c'est quand même assez complexe. Mais on peut par exemple copier des badges, copier des portes de garage, des signaux de portes de garage, des signaux de clés d'alarme par exemple aussi. On peut également s'en servir pour faire du rubber ducky, qui est également un outil très utilisé pour du red team. Je vous ai mis le lien en dessous, la shop.hack5. C'est en gros un site, le site numéro 1, enfin le plus connu en tout cas,
où ils vendent ce type d'outil pour le Red Team. En gros, le rubber key, ça va être une clé USB qui va se faire passer pour un clavier quand vous le branchez sur un PC. Du coup, ça bypass la protection qui normalement empêche de brancher une clé USB sur un ordinateur. Du coup, on va pouvoir brancher ce Flipper Zero. On a un câble USB-C qui peut se brancher sur un PC. Il a du coup la fonctionnalité rubber key, donc il se fait passer pour un clavier et vous pouvez ensuite envoyer des scripts, injecter du code, faire des actions malveillantes que vous pourriez faire normalement avec une rubber key. Pour vous donner l'exemple, la rubber key est disponible sur Shopback 5, j'ai plus mon temps en tête. Mais ce qui est bien avec le Flipper Zero, c'est que tout ce que je viens de citer, voilà, ça comprend tout. Et c'est très modulable, hein. Vous pouvez y ajouter vos codes dessus. Enfin, c'est vraiment très très complet. Et le dernier exemple que j'ai sur les gadgets de Red Team, on a le Wi-Fi Pineapple qui est en gros un outil qui permet de faire de l'audit de sécurité sur les réseaux sans fil, sur Wi-Fi notamment, et donc qui peut servir pour du Red Team. Et donc dans les derniers skills du Red Teamer, on a également rédaction de rapport et présentation des résultats aux clients. Ça c'est classique, on est aussi chez Pentester, même si je m'imagine que ça va être beaucoup plus complet pour la Red Team. Et la collaboration avec l'équipe Blue Team, qui est du coup l'équipe qui s'occupe de la défense informatique du client, enfin de la personne qui demande l'audit. Et dans certains cas, voilà, la Blue Team est au courant que la Red Team est en train d'agir. Et en fait, le but, c'est pour la Blue Team, Julien vous présentera mieux que moi par la suite, c'est de voir ensuite, de voir un peu quelles sont les actions que sont en train de faire les équipes, les membres de l'équipe Red Team, et de pouvoir tester leur résilience à ces actions, à ces attaques. Du coup, les étapes d'une mission Red Team, en gros, parce que c'est quand même, comme je l'ai dit, c'est quand même assez large, c'est des missions qui durent assez longtemps, en comparaison avec un pen test classique. Donc, tout d'abord, on a le cadrage de l'exercice. Donc, du coup, en fait, on a le client qui demande l'audit et les auditeurs qui vont cadrer les périmètres qui vont être testés, quels sont les axes d'attaque qu'on va pouvoir utiliser ou pas, ça dépendra du client. Bon, l'aspect contractuel, légal, ça c'est également très très complexe, mais par exemple, pour donner un cas d'usage, la personne qui va essayer de s'introduire physiquement dans des locaux, il a normalement sur lui une dérogation, enfin en gros un papier qui, au cas où, s'il se fait choper entre guillemets ou repérer par un vigile ou un gardien, normalement ça va. S'il montre ça, ça lui empêchera de se prendre un coup de taser, quoi. Donc c'est pour pouvoir justifier tout simplement qu'il est là légalement sur place. Donc il y a également voilà l'organisation de la restitution, la période d'audit, la destruction des traces d'audit, très important. Une fois que c'est un peu comme un peu comme pour le pentest, une fois que l'audit est terminé, il faut détruire toutes les traces, tout ce qu'on a découvert sur l'entreprise. Donc ensuite on a la phase de reconnaissance, la première phase d'audit, du coup là où les membres de l'équipe de Red Team vont devoir du coup récolter le plus d'informations possible sur le client, sur l'entreprise. Donc sur la slide, j'ai mis du coup cartographie des surfaces d'attaque. Donc toutes les ressources qui peuvent être exposées sur Internet, type site web par exemple, de l'entreprise. On peut également utiliser de l'OSINT, donc l'Open Source Intelligence. Donc ça, c'est utiliser les informations qui sont disponibles publiquement sur Internet. Après, il faut savoir où les chercher. Ça aussi, c'est très très large. Identifier les collaborateurs intéressants. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, à l'inverse d'un pentest, un pentest, en fait, on va directement aller chez le client, qui est au courant ou la majorité des personnes de l'entreprise sont au courant que le pentest va avoir lieu. On se branche sur le réseau directement et on fait nos tests, on fait notre audit. Là, comme c'est un peu plus compliqué, il y a une étape de phishing, donc l'envoi de mail piégé, mail malveillant, ou de vishing également. C'est le même principe, mais c'est par coup de téléphone en fait. Donc voilà, il y a des membres de la Red Team qui sont spécialisés là-dessus, sur la conception de mails piégés qui vont envoyer aux collaborateurs intéressants. Ce que je veux dire par intéressant, c'est qu'il y a des personnes des entreprises qui auront, de par leur statut, de par leur poste, normalement un compte d'entreprise avec certains privilèges, certaines permissions. C'est quand même plus intéressant d'aller cibler le sysadmin plutôt que le stagiaire qui vient d'arriver. Normalement, si on a réussi à choper le compte du sysadmin, on va avoir accès à pas mal de choses qu'un stagiaire n'aura pas accès, évidemment. Également, les logiciels utilisés de l'entreprise, les outils, les technologies qu'ils utilisent. Donc ça, on essaie de récolter le plus d'informations là-dessus pour pouvoir un petit peu cartographier, voir un petit peu la panel des outils que j'utilise et voir si c'est exploitable ou non. Ensuite, on a la conception de scénarios.
Donc là, tout simplement, c'est de savoir, en fait, voilà, de poser les différents chemins d'attaque qu'on pourrait utiliser pour pouvoir infiltrer dans un premier temps et ensuite compromettre le système du client. Donc, pareil, ça peut être très large. Conception de scénario, du coup, c'est un membre de la Red Team qui va essayer de s'infiltrer physiquement dans l'entreprise. Je pense vous en passez pour un stagiaire, pour quelqu'un. Enfin, il y a vraiment plein de scénarios possibles là-dessus. En même temps, il y aura peut-être un autre membre de la Red Team plus spécialisé sur l'aspect technique qui va essayer de se concentrer sur les ressources disponibles sur Internet pour pouvoir les détourner. Donc voilà, on a plein de scénarios possibles et une fois qu'ils ont été posés, on va du coup mettre en place l'infrastructure d'attaque. Donc comme je viens de dire, une fois que par exemple les collaborateurs de l'entreprise qui pourraient avoir des bons accès ont été identifiés, on fait de l'OSINT, parfois via LinkedIn par exemple, c'est une très bonne source d'information sur les informations sur quelqu'un et son entreprise. Donc on a le phishing, on a le vishing. On place également là sur le petit diagramme qui est à droite, voilà, c'est les différentes, comme vous l'aurez compris, les différentes étapes sur celui de droite au milieu. Du coup, on va se mettre d'accord sur les outils qu'on veut utiliser pour pouvoir exploiter le système du client. Donc, pareil, il y en a une panoplie, je vais pas tous les citer, je pense qu'il y en a des dizaines qui devaient être utilisés. Et voilà, faut savoir que l'infrastructure, elle est évolutive, dans le sens où une fois que les membres de la Red Team sont entrés dans le système du client, bon, ils savent pas forcément sur quoi ils vont tomber. Donc, cette infrastructure d'attaque peut être amenée à être modifiée lors de l'audit, qui, je le rappelle, parfois dure plusieurs semaines. Donc, du coup, l'intrusion, dont j'en ai parlé, physique ou informatique. Et là, une fois que l'audit est terminé, la rédaction des livrables, étape extrêmement importante. Donc le rapport ou les rapports, peut-être. Enfin, je sais que pour le pentest, généralement, on livre un seul rapport au client sur les vulnérabilités qu'on a trouvées. Peut-être que pour un audit type Red Team, où il y a plusieurs périmètres qui vont être visés. J'imagine que c'est courant d'avoir plusieurs rapports avec un rapport par périmètre. Je dis ça parce que j'ai jamais fait partie d'une équipe Red Team, donc c'est de la spéculation. Et la réunion de restitution où on explique au client comment s'est déroulé l'audit, qu'est-ce qu'on a découvert et comment corriger surtout. Donc en fait, on retrouve pas mal d'étapes qu'on a dans un pentest. Mais voilà, c'est juste que pour le Red Team, c'est beaucoup plus complet. Je le répète, le pentest, en fait, c'est une partie du Red Team. Tu peux changer de slide, voilà. Donc là, je vais vous donner un exemple, un cas concret de Red Team. En fait, c'était pour l'une de mes missions dans ma précédente entreprise, avant Extia. On m'avait demandé du coup de réaliser un pentest interne chez un client à Paris. Et là, le client avait une petite demande particulière. Ça devait être un pentest interne, tout ce qui est de plus normal. Donc, je vais chez le client, il est au courant que je suis là. Et je me branche sur son réseau avec mon PC et je fais mes tests. Les employés de la DSI savent ce que je fais. Ce pentest devait durer 5 jours. Et en fait, sur les 5 jours, le client a demandé que la première journée soit dédiée au test du personnel. Entre guillemets, c'était dans un hôpital. Je sais pas si c'était lequel. Mais en gros, voilà, pour cette première journée de test, je devais pas faire du pentest classique. Je mets Red Team entre guillemets parce que voilà, c'était juste essayer de rentrer dans l'hôpital, ce qui est pas non plus très compliqué. Essayer de rentrer dans le système depuis l'intérieur du bâtiment, depuis l'intérieur de lieu, et de le compromettre. Enfin, c'est de trouver le maximum d'informations possible. En fait, c'est un peu comme le pentest, sauf que voilà, les gens qui sont dans l'hôpital, les employés sont pas au courant que je suis là pour ça. Donc, c'est juste pour montrer un petit peu le côté ingénierie sociale qui m'a beaucoup servi et qui a donné de très bons résultats pour cet audit. Donc, du coup, la première étape, quand je suis arrivé le matin devant l'hôpital, c'est de rentrer dans le bâtiment. Je me suis rendu compte qu'à l'entrée, en fait, il y avait une personne à l'accueil qui demandait à chaque personne qui faisait la queue pour rentrer qu'est-ce qu'il venait faire dans l'hôpital, que les patients il venait voir. Donc bon, j'allais pas me présenter en expliquant à la personne de l'accueil que je venais essayer de hacker le système de l'hôpital. Du coup, plutôt que d'essayer de trouver une excuse bidon, je suis plutôt passé par le parking en fait, qui était juste à côté. Je suis passé par le parking, ce qui m'a permis de bypass en fait la partie accueil, d'arriver directement dans l'hôpital sans passer par la personne de l'accueil. Du coup, ensuite, j'ai fait tout simplement un tour dans l'hôpital pour voir un petit peu où étaient les salles des employés, voir si, par exemple, je sais pas, il y a des employés qui partent en pause sans verrouiller l'ordinateur, auquel cas je peux du coup avoir accès à l'ordinateur. Du coup, j'ai fait le tour des lieux. Ensuite, tout simplement, je me suis enfermé dans les toilettes, j'ai pris mon PC, puis j'ai essayé de voir ce que j'avais accès sur le Wi-Fi public
Ça m'a pris pas mal de temps. Et du coup, leur réseau était plutôt bien cloisonné. Depuis le Wi-Fi public, j'avais pas accès à grand-chose. Enfin, j'avais pas accès à des ressources qui pouvaient être compromettantes pour eux. Et du coup, en fait, j'ai tenté le tout pour le tout. Je me suis rendu compte qu'à chaque étage, il y avait une salle qui était dédiée en fait, une salle pour les infirmières et les médecins, avec ce que j'avais vu plein de postes employés, donc plein d'ordinateurs. Et en fait, je me suis tout simplement rendu dans une de ces salles et je me suis fait passer pour quelqu'un du service informatique de l'hôpital en donnant un faux prénom. Et je leur ai expliqué que voilà, il y avait un problème sur le système informatique et que j'avais besoin d'un de leurs PC pour pouvoir auditer, faire mes tests. Et ils m'ont demandé absolument aucune justification. Ils m'ont donné accès à l'un de leurs PC avec un compte, le compte d'un médecin. Du coup, j'avais accès en fait à plein de données qui, pour le côté RGPD, bon, ça craint complètement. Enfin, j'avais accès au dossier patient, à plein d'autres informations. Et voilà, c'est pour vous montrer que c'est typiquement un exemple de ce que vont faire des employés dans une red team. Donc là, on n'est clairement pas sur le côté informatique en soi. C'est le côté là, en fait, je l'ai fait le reste de la semaine. Mais voilà, il y a également l'intrusion physique dans les locaux. Et pour le coup, bon, c'est un hôpital, c'est public. C'est pas comme si j'avais dû rentrer dans une entreprise privée avec des mesures de sécurité un peu plus avancées, style authentification par badge, etc. C'est là où il y a des outils comme le Flipper Zero qui peuvent être très très utiles. Là, pour le coup, c'était assez simple. Mais voilà, c'est un cas concret, un exemple de ce que des employés de Red Team peuvent être amenés à faire lors d'un audit. Et du coup, pour les 4 jours qui ont suivi, c'était un pentest tout à fait classique où je suis arrivé dans les locaux de la DSI de l'hôpital. Je me suis branché sur le réseau avec mon PC, puis c'était comme ça que le pentest s'est déroulé. Et du coup, je donne la main à Julien, qui a représenté la partie Blue Team, qui du coup est l'équipe qui est censée, entre guillemets, contrer l'équipe Red Team. Alors, juste avant, Pierre-Maxime, du coup, on a quelques questions pour toi concernant la Red Team. Du coup, on va peut-être les prendre avant de passer à la Blue Team. On a notamment une première question de Malek qui demande: est-ce qu'il existe des pentesters uniquement spécialisés dans l'intrusion physique? Bonne question, j'imagine que oui, il me semble. Enfin, je sais que quand j'étais en école d'ingénieur, j'y avais pas assisté, mais il y avait un intervenant qui était venu, intervenant extérieur, et qui avait présenté, qui pour une boîte de sécurité, d'audit de sécu, il a présenté son travail, et il me semble des retours que j'avais eu de mes anciens camarades de classe, lui pour le coup il était spécialisé sur les intrusions physiques. C'était vraiment pour des entreprises, c'était en gros, le mec qui rentrait la nuit, cagoulé, ganté, il escaladait le mur, il rentrait en entreprise, et puis il essayait de crocheter, il essayait de s'infiltrer dans l'entreprise. Et voilà, c'était lui qui avait dit que la dérogation pour justifier qu'on est là pour un audit était très utile parce qu'en fait, voilà, il s'était fait repérer par le vigile qui était à 2 doigts de le neutraliser, on va dire. Et c'est ce petit bout de papier qui lui a un petit peu sauvé la vie. Et donc ouais, peut-être, je sais pas. J'avoue qu'une fois, j'avais cherché sur LinkedIn sur les posts des posts Red Team bien spécifiques comme celui-ci, j'avais rien trouvé. Donc peut-être, j'imagine, mais c'est sans garantie. Ok, merci Pierre-Maxime. On a aussi donc 3 autres questions. Une de Vivien: quel risque à se balader avec un Flipper Zero sur soi en cas de contrôle? En cas de contrôle de qui? Je sais pas. Je sais pas du tout. Je sais qu'il y a une réglementation sur le Flipper Zero. Et c'est évolutif parce que bon, c'est pas si vieux que ça le Flipper Zero. Je sais il y a des pays qui ont des régulations spécifiques là-dessus. Après, en France, je sais pas du tout. Je sais pas. Bah pour moi, en France, de base, il y a une loi en fait qui t'interdit d'avoir quelconque outil qui a l'intention de hacker. Donc, à part si t'es pas professionnel, et du coup, tu dois aussi avoir un outil réservé à cette profession. Donc, par exemple, normalement, on n'est pas censé utiliser nos ordinateurs perso pour développer ou installer des outils de piratage. Mais quoi qu'il en soit, la loi t'interdit de développer un outil dans le but de pirater. À part si tu es dans un cadre déterminé, comme par exemple un professionnel ou un gars qui fait de la recherche dans la sécurité ou un étudiant. Voilà. Mais merci, de base, Julien. Par exemple, Kali, on n'a pas le droit de le télécharger et de l'installer sur notre PC. D'accord, ok. Là, je savais pas. Après, puis autour du Flipper Zero, du coup, vu que c'est un outil qui te permet de faire du hacking, logiquement, pour moi, j'en déduis que je devrais pas l'avoir en possession. Enfin, en tout cas, n'importe qui ne devrait pas l'avoir. Mais après,
tu as la connaissance au niveau cyber et des lois de la police qui te contrôlent dans la rue qui est pas top. Donc du coup, ils sont pas trop capables de dire si ça sert à pirater ou pas. Mais après, c'est un peu comme l'histoire à l'époque des CD-ROM et qu'on gravait des DVD. On avait le droit d'acheter des graveurs, mais on n'avait pas le droit de graver des CD. Donc voilà, il y a un peu un vide juridique. Et du coup, tu as certains pays de l'Europe, je crois, où les politiciens, ils ont un peu paniqué sur les sujets qui étaient sortis sur les réseaux sociaux, les trucs comme ça. Parce qu'au final, il y en a qui ont interdit cet objet-là précisément. Et par exemple, il y en a qui l'ont même saisi sur des contrôles de douane à des descentes d'avion ou dans les aéroports. Mais faut savoir que l'outil, au final, moi, je le vois plus comme un jouet. Et en fait, toutes les capacités qu'il a, on retrouve forcément un autre outil à côté spécialisé pour le hacking. Par exemple, tout ce que le Flipper Zero fait au niveau RFID, il y a un autre outil qui s'appelle le Proxmark et qui coûte 400 € et qui fait largement plus que ce que le Flipper fait. Mais voilà, après, normalement, on n'a pas le droit d'avoir quoi que ce soit qui a intention de piratage. C'est vrai qu'on va mettre un disclaimer au début de la presse à chaque fois. Ça répond plus ou moins à la question qu'a posée Jérôme, qui disait en complément de la question sur le Flipper Zero, est-ce qu'il y a des outils de ce genre dont l'usage et ou la possession est réglementée? Donc, tu as plus ou moins répondu. Après, peut-être que tu penses à d'autres outils de ce genre. Non, mais je pense qu'il peut y avoir aussi une mauvaise interprétation ou un mauvais chimiste, je ne sais pas comment on peut dire, mais parce que sur Internet, c'est facile de trouver les outils. Par exemple, Pierre-Maxime parlait du site Hack5. Le site Hack5, c'est une entreprise américaine et les lois aux États-Unis ne sont pas les mêmes. Et donc, on est beaucoup plus libre d'acheter du matériel comme ça. Par exemple, pour tout ce qui est test Wi-Fi, nous, on utilise des cartes qui sont de marque Alpha. Donc, ALFA, c'est une marque qui est super connue. Et eux, au tout début, de toute façon, normalement, elles ne sont pas vendables en France. Parce que la carte Wi-Fi qui est dedans, elle permet de faire de l'injection de paquets, de la manipulation de paquets. Et ça, normalement, ce n'est pas autorisé sur ce qui est vendu sur les appareils français. Donc ça, c'est des cartes qui sont achetées sur Internet et livrées en France, mais on va dire qu'il n'y a pas personne qui contrôle à la douane que c'est tel type de carte Wi-Fi, quoi. Merci Julien pour les précisions. Pierre-Maxime, tu as d'autres questions? Je ne sais pas si tu veux les prendre maintenant ou tu veux plutôt les prendre à la fin de la présentation. C'est plus facile. Ouais, tant qu'on est sur le sujet, autant les prendre maintenant. Alors, on a Laurent qui nous demande... Laurent nous demande, n'est-il pas plus intéressant de ne pas prévenir les personnes du SI, hors des SI, pour également voir le temps de détection et le temps de réaction? Ouais, si, complètement. Je pense c'est le cas le plus réaliste, parce qu'en soi, un hacker, il ne prévient pas avant de t'attaquer. Mais parce qu'en gros, dans la slide, j'ai mis collaboration avec la Blue Team, mais c'est un cas particulier parmi tant d'autres. Et oui, je pense que le cas le plus intéressant, et j'imagine que c'est ce cas-là qui est le plus demandé, c'est ce que vient de citer Laurent, oui. Merci Pierre-Maxime. On a une question aussi de Nicolas qui demande comment la Red Team ajuste-t-elle ses stratégies face à l'évolution rapide des technologies de défense et des mécanismes de détection automatisés? Bonne question. J'imagine que déjà, elle doit faire une veille technologique très pointue sur ces fameux mécanismes de détection automatisés et agir en conséquence. Bon, j'imagine que à toute mesure de sécurité, il y a potentiellement un moyen de bypass. Voilà, après, j'ai jamais connu personne qui bossait dans une Red Team réellement avec qui j'ai pu avoir une conversation sur un de ces retours d'expérience. Donc non, je pourrais pas creuser plus que ça. Pas de souci. Merci beaucoup. En fait, tu vas avoir beaucoup de... Vas-y, Julien. Ouais, si je me permets. Ouais. Vas-y. Tu vas avoir... moi, j'ai connu quelqu'un qui faisait beaucoup de bypass d'antivirus et de DR, d'XDR. Et donc, ils connaissent des techniques. Après, c'est beaucoup de travail. Ça veut dire, en gros, ils installent l'antivirus ou le produit sur leur PC chez eux, en offline. Très important, pour pas que ça reporte de données au central. Et en fait, après, c'est en mode debug. Donc, ils ont... c'est comme dans les films, tu vois, ils ont 3 écrans avec plein d'hexadécimales partout. Ils étudient, ils font que ça pendant 6 mois. Donc, ils connaissent par cœur. Ils savent comment l'antivirus va détecter.
ils arrivent à trouver des chemins où ils ne sont pas détectés. Par contre, le gros problème, c'est qu'une fois que tu as trouvé un chemin et que tu vas aller l'exploiter 2-3 fois dans des missions, et ben, la deuxième fois ou troisième fois, il va être flagué. Et donc, du coup, la technique, elle est plus bonne. Et là, il faut en retrouver d'autres. Et quand tu es dans ce domaine-là, en fait, c'est tellement immense que c'est dur de tout protéger. Et donc, c'est assez facile de toujours trouver une petite technique qui va marcher. Mais qui marchera qu'une ou deux fois parce qu'après, elle sera grillée. Et donc, eux, ils vont mettre les barrières en plus. Et la prochaine fois, il faudra trouver encore autre chose et encore autre chose. Et comme l'informatique, ça évolue super vite, que tu as tout le temps des nouveautés aussi qui se rajoutent partout, bah, ces nouveautés-là, c'est aussi des occasions en plus de trouver des petits chemins. Et c'est toujours un jeu comme ça. Mais ouais, c'est du one-shot. Merci Julien. Et on a une dernière question pour toi, Pierre-Maxime, de Valentin, qui nous demande, au vu du manque de moyens financiers que les hôpitaux ont en général, cet hôpital a-t-il pris des mesures correctives suite à cet audit? Alors comment dire, la partie remédiation des vulnérabilités n'était pas dans le pen test, donc j'ai pas forcément suivi ce qui s'est passé par la suite de cet audit. Je sais juste qu'ils se sont mangés une bonne campagne de sensibilisation à la sécurité pour tous les employés. Parce que bon, normalement, pour le coup, j'arrive dans la salle informatique et je demande accès à un PC, on est censé me demander un minimum de justification normalement. Donc voilà, je sais qu'ils se sont mangés une campagne de sensibilisation, mais voilà, je sais pas plus loin que ça, quoi. Ok, merci beaucoup Pierre-Maxime pour tes réponses. On n'a plus de questions pour la Red Team pour le moment. Du coup, Julien, je propose qu'on débute la Blue Team avec toi. On enchaîne. Alors, Blue Team. Donc, du coup, il va y avoir 3 rôles principaux pour la Blue Team. Donc, ça va être la détection des failles de sécurité. Donc, essayer de trapper toutes les tentatives de hacking et pour pas que le hacker réussisse. Et ensuite, on va avoir toute une partie sur la réaction. Donc, ça, c'est plus une fois qu'on s'est fait pirater, qu'est-ce qu'on fait? Et après, en mode proactif, on va faire tout ce qui va être recherche de nouvelles vulnérabilités. Et pour ça, on verra, on a des acteurs nationaux et européens qui vont nous aider à faire tout ça. Donc, on peut passer au slide suivant. Merci. Donc, le premier acteur que vous avez peut-être déjà entendu parler partout, c'est le SOC. Donc, ça veut dire Security Operations Center. Donc, en gros, ils ont un outil qu'on nomme SIEM. Donc, c'est un nom généraliste. En gros, c'est un outil qui va récolter un peu toutes les logs. On va surtout être concentré sur les logs. Donc, par exemple, Windows avec les event logs et puis Linux, ça sera beaucoup plus le syslog. Et on récolte aussi les logs des appliances réseau. Et du coup, avec tout ça, on arrive à faire des règles. Donc, on parle plus de rules, mais on va faire des règles qui vont nous aider du coup à identifier des événements, que ce soit dans leur unicité ou peut-être aussi corrélés dans une certaine chronologie. Et ça va nous aider à détecter des comportements suspects. Et du coup, ça va relever en fait des alertes. Il faut s'imaginer, moi j'ai déjà été dans un SOC, vous avez un grand écran dans la salle avec des alertes. Et donc, du coup, il y a des opérateurs et eux, ils analysent les alertes qui arrivent sur ce tableau de monitoring. Et le but, déjà, c'est de savoir si c'est un faux positif ou pas. Donc, est-ce que l'alerte est viable? Si oui, de caractériser l'alerte donc par rapport à sa criticité et puis après, de la traiter. Et une fois que l'alerte elle est traitée, c'est là où on va rentrer dans les autres niveaux, dans les autres activités au niveau de la Blue Team. Ça va être du coup de pérenniser cette détection et d'améliorer encore plus la ruse ou de l'accommoder. Donc ça va être toute la partie SOC, donc beaucoup de détection. Ensuite, on peut passer au slide suivant. Merci. Et du coup, on va parler du CSIRT. Donc le CSIRT, ça va être tout ce qui va être la réponse à incident. Donc par exemple, dans la réponse à incident, on va avoir des choses qui vont être beaucoup plus procédurales. Exemple, tout ce qui va être PRA, plan de reprise d'activité. Donc c'est là où on va dire faut prévoir un serveur de backup avec certaines conditions.
pas dans le même data center, etc. Enfin voilà, mais ça c'est beaucoup plus. J'ai fait de l'infra, mais je trouve que c'est beaucoup plus côté infra que côté sécu cette procédure. Mais ça va être dans la démarche de se dire si aujourd'hui j'ai une partie de mon infra qui tombe, en fait je suis capable de la relancer tout de suite et de bloquer les accès entre les deux. Et comme ça, on peut réagir tout de suite, remettre la prod en route et après prendre le temps d'analyser ce qui s'est passé là où on s'est fait pirater. Bon, après, il y a moi j'ai été chez des clients qui ont eu des ransomware et après les hackers, c'est des petits malicieux. Et donc du coup, ils ont implanté le ransomware bien plus que 6 mois. Le ransomware a été installé sur les serveurs et ils l'ont activé plus de 6 mois après. Et en fait, du coup, c'est le temps d'infecter toutes les sauvegardes. Donc, même les sauvegardes incrémentales, hebdomadaires, mensuelles, etc., elles se sont fait dérouler. Et donc, du coup, à chaque restauration, en fait, il y avait tout le temps le ransomware qui revenait tout chiffré. Et donc, du coup, là, il n'y avait pas d'autre solution. Ça a été remplacement des serveurs. Et c'est là où, du coup, il y a toute la documentation aussi qui est importante. Parce que c'est à partir de cette documentation où on remonte des serveurs propres. Et il y a aussi beaucoup de procédures d'urgence, tout ce qui va être Active Directory, parce que concernant la gestion d'IAM, c'est central dans un réseau, donc du coup, c'est surtout concentré là-dessus. Après, on va aussi avoir, du coup, une fois qu'on a été piraté, non, c'est encore le slide, j'ai plein de trucs à dire. Du coup, une fois qu'on a été piraté, il faut essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et donc, du coup, là, par exemple, on a toute une recherche de preuves. Donc, en anglais, on dit plus forensics. Et donc là, on a des gars qui vont être plutôt spécialisés dans la recherche de preuves. Mais imaginons, on va récupérer une image disque. Et là, il va falloir analyser l'image disque. Peut-être aussi avoir des dumps mémoire, aller fouiller dans les dumps mémoire pour voir un peu ce qui s'est passé vraiment au niveau système, peut-être encore plus bas au niveau kernel, et pouvoir là peut-être détecter l'action d'un malware ou des choses comme ça. Et donc du coup, il y a aussi toute cette partie-là de recherche de preuves qui est poussée derrière. Et donc ça, voilà, pour la réponse à incident. Après, du coup, on peut passer au slide suivant. Et là, c'est du coup tout ce qui va être vraiment la partie proactive, donc avec le CERT. Alors, je connais pas beaucoup d'entreprises qui ont leur propre CERT. Souvent, c'est des gros et des énormes groupes. Je pense plus, par exemple, à Airbus ou des choses comme ça. Là, je vous ai mis un exemple c'est un imprimé écran du site de l'ANSSI. Donc, c'est le CERT national de France. Et donc, du coup, ils publient tous les jours et on peut aussi s'inscrire sur des flux de données pour recevoir directement les alertes. Et donc aussi, autant ce soit les failles, autant les menaces, autant les nouvelles. Après, on peut rentrer beaucoup plus dans la technique. On peut avoir des listings d'adresses IP qui vont être blacklistées parce qu'elles font des choses malicieuses sur le réseau. Voilà. Et donc ça, c'est toute la partie du CERT. Et du coup, pour boucler la boucle, une fois que le CERT a fait toutes ces annonces de menaces et de nouvelles vulnérabilités, en fait, celles-là sont intégrées normalement au SOC avec des nouvelles règles pour justement détecter les nouvelles menaces, les nouvelles failles, etc. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions du coup. Ouais, s'il y a plusieurs questions du coup dans le chat, enfin 2 questions pour le moment. On a une première question de Nicolas qui nous demande comment la Blue Team priorise-t-elle des incidents de sécurité en fonction de leur impact potentiel sur l'entreprise et quelles sont les meilleures pratiques pour une réponse rapide et efficace? Alors, par exemple, la priorisation des incidents, normalement, elle est normée. Donc, il y a un truc qui s'appelle le CVSS, je ne sais plus ce que ça veut dire, mais qui est le scoring system. Et en fait, tu as tout un ordre décisionnel pour déterminer la criticité de la vulnérabilité, et c'est assez complexe. Il y a aussi une formule mathématique derrière, mais ça va être par exemple, est-ce que c'est à distance ou en local, est-ce qu'il faut des droits utilisateurs, si oui, est-ce que c'est des droits à haut privilège, par exemple type admin, ou est-ce qu'un utilisateur simple suffit. Après, est-ce que ça va être aussi système dépendant, c'est-à-dire par exemple,
Si on prend un exemple, un site web, et que tu trouves une faille sur le site web, mais qui te donne aussi accès à la base de données derrière, du coup, ça va encore aggraver la chose. Mais il y a vraiment une fine granularité sur la décision de l'impact de la vulnérabilité. Et donc ça aide à dire si c'est critique ou pas. Et après, les plus critiques, elles sont gérées en première. Et dans le cadre d'un SOC qui est externalisé, parce que on a aussi beaucoup d'entreprises qui font confiance à des SOC gérés par des spécialistes. Et souvent, quand c'est comme ça, c'est le SOC qui est en centre de service va traiter les alertes critiques ou majeures. Mais après, dans le contrat, c'est tout ce qui va être en dessous, ça va être signalé au client, mais ça devra être traité par le client. Voilà. Et après, il y a une autre partie, les meilleures réponses pratiques pour une réponse rapide et efficace. Alors, ça m'est arrivé, j'étais en plein pen test, comme j'ai un reverse shell, j'ai réussi à avoir une commande à distance, donc la main sur le serveur, je pouvais faire ce que je voulais. Et en fait, j'ai juste fait un IP config pour avoir l'adresse IP locale du serveur. Et ça a levé une alerte au SOC. Et donc, le SOC a coupé la communication du serveur. Donc, ils l'ont mis off Internet. Donc, moi, ça m'a coupé ma communication. Derrière, ils ont appelé le client parce que du coup, le SOC n'était pas au courant qu'il y avait un pentest en cours. Et donc, eux, ils ont appelé le client pour le prévenir. Ouais. Donc, la démarche la plus rapide, ça a été de mettre la machine hors réseau. Merci Julien. On a également une deuxième question de Rami qui demande si on a des fichiers PDF qui sont endommagés, changement d'extension et texte illisible, à cause d'un ransomware. Est-ce que cette action est irréversible ou il y a une solution pour récupérer ces fichiers? Alors, s'ils sont endommagés, pour moi, je le comprends du coup que plus, genre, ils ont été à moitié chiffrés, etc. Dans ce cas, tu peux que récupérer. En fait, le seul moyen de récupérer le document en entier, c'est d'avoir la clé de déchiffrement. Donc, du coup, c'est un peu compliqué. Après, tu pourras récupérer que ce qui sera encore pas chiffré. C'est possible de récupérer des fichiers endommagés pour récupérer ce qu'il y a à récupérer. C'est un peu comme des photos sur un disque dur cassé. Tu sais récupérer des fois les 3/4 d'une photo parce que les autres secteurs ils sont endommagés. Et sinon, après, au niveau de la clé, pour réussir à déchiffrer, c'est pratiquement infaisable. Ça arrive quelquefois, comme là, par exemple, il y a Logbit. C'est un groupe de hackers qui est, le nom, peut-être que ça vous parle, mais en gros, ils sont spécialisés dans les ransomware, donc ils en foutent partout dans les entreprises. Et ils vendent leurs services. Donc, ils ont un site internet où ils vendaient leurs services. Et en fait, là, il n'y a pas longtemps, ils se sont fait saisir par, je crois que c'était une opération du FBI, je ne sais plus qui. Ils se sont fait saisir, donc ils ont réussi à trouver l'endroit où est-ce qu'ils étaient, et en fait, dans tout ce qu'ils ont saisi comme ordinateur et tout, ils ont retrouvé la clé privée qui permettait de signer tous les ransomware. Et donc, une fois en possession de cette clé-là, là, ça a été, du coup, ils ont envoyé la clé à tout le monde qui était encore victime, et puis les gens ont pu déchiffrer. Mais tant qu'on n'a pas récupéré cette clé, ça paraît compromis. Tant que les ordinateurs quantiques sont pas là. Merci Julien. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. On y répondra du coup maintenant à la fin de la présentation. Et maintenant, on va passer à la Purple Team avec Joey. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter donc la Purple Team. Donc, je pense que c'est la team qui est la moins connue des trois. Donc, qu'est-ce que c'est la Purple Team? Tout simplement, donc c'est une équipe de sécu qui va mettre en relation en fait la Red Team et la Blue Team. Donc, ils vont collaborer avec ces deux teams-là pour planifier des tests, pour après renforcer la sécurité des systèmes. Donc tout simplement, ils vont voir le côté Red Team, ils vont voir avec eux pour tout ce qui est après développement de logiciels, pour après leurs intrusions, et ils vont récupérer ces informations-là du côté de la Red Team, et ils vont les transmettre aussi à la Blue Team pour leur dire, voilà, tels outils vont être utilisés, regardez si vous avez arrivé à les voir dans les logs, et ainsi de suite. Donc ils vont vraiment faire un lien entre ces deux teams-là. Donc ça va permettre en soi de renforcer les défenses et la sécurité.
Donc au niveau de la slide suivante, donc quelques compétences au niveau de la Purple Team. Donc au niveau des compétences techniques, donc on a bien sûr au moins la maîtrise des techniques d'attaque et de défense. Donc pour savoir de quoi exactement ils parlent, vu que ils vont s'adresser à des gens qui sont spécialistes dans leur domaine, donc au niveau Red Team et Blue Team. Donc pour tout ce qui est du SOC, par exemple, l'analyse de log ou l'intrusion, donc intrusion physique et ainsi de suite avec des outils. Les mesures développement de mesures de défense. Donc justement là, ça va être plus un peu avec la partie SOC, enfin Blue Team. Donc là, ils vont collaborer avec eux pour mettre des outils en place. Tout ce qui est analyse des résultats, mais qu'au final, à la fin, on verra donc un cas typique à la fin. Donc à la fin d'un test, il y aura toujours le retour et sur ce retour, donc on aura toutes les données et il va falloir traiter ces données afin d'améliorer par la suite les systèmes. Et ainsi les compétences non techniques, donc tout ce qui est collaboration et communication. Comme là, on va travailler avec 2 autres teams, donc la Red et la Blue. Il faut bien sûr savoir bien communiquer avec eux pour pas qu'il y ait de problème et la collaboration. Au niveau de la résolution de problèmes aussi, donc la Purple Team, comme il concatène toutes ces informations. Il peut y avoir des problèmes, par exemple niveau Red Team, lorsqu'ils vont créer un logiciel ou le configurer, ou même niveau Blue Team, lorsqu'il y aura des logs à traiter, ou le logiciel qui ne fonctionne pas ou qui remonte mal, par exemple. De leadership et la gestion de projet. Comme là, on est vraiment sur la création d'un projet donc qui va être un test, et donc il y aura toute la partie gestion à prendre en compte. Au niveau de la slide suivante. Donc là, quelques tâches courantes que fait la Purple Team. Donc on a justement le développement de scénarios d'attaque, donc ce dont je parlais juste avant. Donc là, on va créer des petits scénarios avec les 2 teams pour tester justement la sécurité de l'organisation, voir si elle gère bien ses alertes, si elle est bien sécurisée au niveau des bâtiments, par exemple sur l'intrusion physique, est-ce qu'il y a des badges, ainsi de suite. Donc la coordination des exercices de simulation d'attaque. Donc là, ça va être coordination avec Blue Team et Red Team. Donc là, ils vont dire pour la première partie, la Red Team va tenter une attaque sur tel serveur ou tel serveur exposé sur le web, par exemple. Et la Blue Team aura par exemple très peu d'informations et ils vont essayer de chercher justement ces attaques. Donc ils vont essayer de mettre les 2 teams en les faire fonctionner directement, leur dire à ce temps précis, ça va commencer, regarder et voir comment ça va fonctionner par la suite. Donc on a aussi toutes les analyses des résultats des tests, donc qui est fait à la fin de chaque scénario, donc pour voir qu'est-ce qui a été remonté, qu'est-ce qui n'a pas été vu, qu'est-ce qui est passé au travers. Le développement de solutions, donc tout ce qui est un peu plus Red Team et Blue. Donc là, Blue Team, donc des solutions pour justement remonter ou trouver les vulnérabilités sur lesquelles on est exposé et apporter des remédiations. Et aussi côté Red Team, donc des nouveaux outils pour justement bypasser par exemple des antivirus ou trouver des failles sur certains serveurs. Et à la fin, tout ce qui est politique de sécurité aussi, la validation. Donc voir si au niveau de l'entreprise, la politique de sécurité est bien conforme à ce qu'elle devrait être et s'il n'y a pas de vulnérabilité dedans. Par exemple, une politique qui autorise des utilisateurs donc en dehors d'une entreprise, donc externe, à utiliser le Wi-Fi. Et le Wi-Fi serait directement sur un réseau avec tous les serveurs de l'entreprise. Donc ce qui permettrait directement de pouvoir faire de l'énumération sur le réseau et de trouver des vulnérabilités par la suite sur ces serveurs. Donc à la suite de ça, on va voir donc sur la slide suivante une brève immersion donc au niveau de la Purple Team. Donc on peut voir directement, donc on commence par tout ce qui est planification de la mission. Donc là, ça, tout ce qui est identification des objectifs, des systèmes à tester aussi, et les scénarios d'attaque qui vont être à simuler. Après, on voit donc l'élaboration du plan de test. Donc là, c'est détermination des techniques d'attaque à utiliser, les vecteurs d'attaque potentiels et les outils qui vont être nécessaires à effectuer ce test. Ensuite, on a là tout ce qui est la collaboration par la suite entre la Red Team et la Blue Team. Donc là, discussion des stratégies d'attaque et de défense, le partage de connaissances donc, qui va être effectué donc sur les vulnérabilités et les défenses qui sont présentes, et la coordination des efforts
pour maximiser justement la mission. Si on a un temps donné, il faut essayer d'aller au plus vite pour avoir des résultats. Ensuite, on a l'exécution des tests. Donc là, on va juste simuler les attaques donc, par la Red Team pour voir la résistance et comment réagit la Blue Team à ces attaques. Et enfin, par la suite, donc l'analyse des résultats, donc suite aux attaques, donc évaluation des réussites et des échecs de chaque équipe, avec l'identification des lacunes de sécurité et les points forts justement sur la défense par exemple, et les documentations qui vont être nécessaires par la suite. Et à la fin, pour finir, donc un débriefing et les recommandations pour ça. Donc on a une réunion avec justement les membres des deux équipes, donc Red Team et Blue Team, pour discuter justement de ça à la fin et partager leurs informations. Donc voilà à peu près pour la Purple Team. Donc là, je peux peut-être enchaîner sur la conclusion, s'il n'y a pas de questions. Je pense qu'on pourra faire la question par la suite. Ouais, pour l'instant, il n'y a pas de questions, mais n'hésitez pas dans le chat si jamais vous en avez, c'est le moment. On y répondra juste après la conclusion. D'accord. Donc au final, petite conclusion, donc si vous avez des choses à rajouter, hein, n'hésitez pas à me couper, Pierre et Julien. Donc on a vu qu'on a 3 teams, donc 3 grosses teams. Il en existe d'autres, mais celles-là sont les plus grosses. Donc au niveau de la Red Team, donc là on a vraiment tout ce qui est attaque. Blue Team, donc vraiment on est basé sur la défense. Et la Purple, donc tout ce qui est gestion de projet, un peu coordination entre les deux teams. Donc ouais, c'est à peu près tout. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Ouais, juste pour l'anecdote. Vas-y, Julien, je t'en prie. Non, vas-y, t'as d'abord. Ok, ouais, juste pour savoir qu'en soi, enfin, un des secteurs où ce type d'audit Red Team Blue Team est le plus le plus pratiqué, c'est sur le niveau militaire. Voilà, ça arrive très souvent qu'il y ait des opérations c'est de l'évaluation, pardon, en soi, c'est pas de l'intervention. Mais voilà, ça arrive souvent que certains régiments mettent en place une infrastructure réseau informatique et fassent tout plein. On appelle ça wargame, hein, ils jouent à la guerre, hein, littéralement. Et voilà, il y a une partie Blue Team, une partie Red Team, et voilà, c'est censé simuler des attaques qui pourraient venir de puissances étrangères, de puissances extérieures sur des réseaux militaires. Voilà, c'est tout pour moi, Julien. Tu peux enchaîner. Moi, je voulais juste rajouter qu'il y avait, du coup, depuis qu'on parle de Purple Team, il y a Kali qui avait sorti une suite, une version Purple de son produit. Et donc, du coup, on peut télécharger, je crois, ça se compose de 4 images ISO et ça permet d'installer une infra avec le côté rouge et le côté bleu pour soi-même s'entraîner. Donc on peut simuler chez soi un environnement de Purple Team.